Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM, il est 13h, ce Flash Info vous est présenté par Tom Gurd. Bonjour à toutes et à tous, la FGTB invite ses affiliés à saisir le tribunal du travail afin de protester contre une nouvelle mesure gouvernementale, la limitation à 2 ans des allocations de chômage. Le syndicat constate en effet que les CPAS ne seront pas capables d'assumer toutes les nouvelles demandes. La FGTB propose donc d'épauler ses affiliés sur base de l'article 23 de la Constitution. Ce principe du standstill vise à encadrer le fait de revenir sur des droits sociaux préalablement acquis. D'autres qui pourraient bientôt se retrouver au chômage, ce sont les journalistes indépendants papier. Ils traversent une période compliquée. C'est le cas du magazine Imagine. Pour en savoir plus, Quentin Cole s'est allé à la rencontre de Vincent Delannoy. Il dresse un portrait des défis auxquels fait face la presse indépendante au quotidien. Je pense que toute la presse écrite est confrontée à une augmentation du prix du papier, à la concurrence des GAFAM sur les marchés publicitaires, et donc même les quotidiens en fait sont en danger, et on parle de plus en plus de fusion entre les grands groupes, d'où l'importance de soutenir aussi la presse indépendante et le pluralisme de la presse. C'est vraiment très très concret dans des petites structures comme Imagine, comme les autres médias du collectif Kiosque, donc le collectif qui rassemble les médias indépendants, comme Médor, Wilfried, Axel, Liger, Tchak, j'essaie d'oublier personne, mais donc voilà, ouais, Alter Echo aussi. Aujourd'hui marque le dernier jour de la chouette semaine transversale, une semaine dédiée à la faculté d'architecture. Oriane Mauss nous donne plus d'informations. C'est aux ateliers centraux à Seraing qu'a eu lieu cette semaine, rythmée par les workshops, organisés par les étudiants eux-mêmes, avec l'appui de la faculté. Un cadre à l'architecture industrielle qui a parfaitement donné le ton. Chacun a pu s'investir à sa façon dans un ou plusieurs workshops. Maquettes, construction, réflexion, mais aussi photos, vidéos et création sous toutes ses formes. L'architecture est bien sûr à l'honneur, mais la photographie n'est pas en reste. Les étudiants ont aussi pu mettre leur talent au service des réseaux sociaux avec un compte Instagram dédié où leurs travaux sont publiés chaque jour. Et ce soir, on clôture en beauté. Dès 16h, une exposition est ouverte pour découvrir les travaux réalisés lors de cette semaine. Et à partir de 18h, place à la fête. On range les maquettes pour sortir les platines. Plusieurs artistes succéderont sur scène. Il y en a pour tous les goûts, avec une belle diversité musicale pour faire vibrer les murs de Seraing. Un bel événement par les étudiants, pour les étudiants et pour tous les curieux qui veulent découvrir l'architecture autrement. À l'international, Trump menace les étudiants étrangers de se faire refuser les portes d'entrée d'Harvard. La raison, le conflit israélo-palestinien. Selon Trump, les étudiants pencheraient beaucoup trop du côté palestinien. La prestigieuse université doit donc se mettre au pas si elle veut conserver son indépendance. En attendant, le président américain a annoncé une suspension des financements à hauteur de 2,2 milliards de dollars. Cela représente 25% de leur budget annuel. En sport, les quarts de finale de la Ligue des Champions ont rendu leur verdict. Après une frayeur face à Aston Villa, le Paris Saint-Germain est parvenu à se qualifier. Les hommes de Luis Enrique affrontent une séduisante équipe d'Arsenal qui a éliminé le Real Madrid. La seconde demi-finale opposera Barcelone à l'Inter Milan. Les Catalans se sont fait peur face à Dortmund, mais l'ont emporté au cumul des scores. Quant aux Italiens, ils ont réussi à prendre le dessus sur le Bayern Munich. Et avant de passer à notre section Focus, une dernière information un peu insolite. L'astrophysicienne Nikou Madhusudan a affirmé avoir découvert, je cite, « les signes les plus probants à ce jour d'une vie en dehors de notre système solaire. Les petits bonshommes verts ne sont pas encore à nos portes pour autant, l'empreinte chimique détectée se rapprocherait plutôt du phytoplancton marin. » C'est la fin de ce Flash Info, restez à l'écoute. Tout de suite notre section Focus où nous porterons un regard plus pointu sur l'actualité. Il est 13h05, il est maintenant temps d'ouvrir notre section Focus, Tom. Tout à fait Thomas, voici les titres d'aujourd'hui. François Fornieri attend son jugement à la cour d'appel de Liège. Nos journalistes tentent de comprendre ce qu'est le délit d'initié. La taxe rose, vous connaissez ? Non ? Pourtant elle impacte la plupart des femmes. Nous reviendrons sur celle-ci dans quelques instants. Nous évoquerons ensuite la faillite de Cora. Syndicats et responsables de l'enseigne doivent se rencontrer aujourd'hui. D'étudiant à DJ, il n'y a qu'un pas. Emilio Carvajal s'est intéressé à cette reconversion.
Rester en mouvement est essentiel pour la santé. L'Université de Liège tente de remobiliser les citoyens. Eléa Schilacci vous explique comment. Aujourd'hui, en début d'après-midi, la Cour d'appel de Liège s'apprête à rendre l'arrêt concernant le procès de François Fornieri. Il était suivi pour délit d'initié présumé. Amélie Huppert et Enes Dridelli ont rencontré son avocat Philippe Culot pour comprendre ce qu'est ce délit. Acquitté en première instance, retour au tribunal pour François Fornieri. En effet, insatisfait du prononcé, le ministère public avait interjeté un appel. L'accusé est à nouveau jugé pour délit d'initié présumé. Une des composantes de ce délit, c'est la communication ou l'utilisation d'une information privilégiée. Concrètement, François Fornieri aurait transmis une information privilégiée à Samuel Di Giovanni. C'est quoi une information privilégiée ? C'est une information qui est suffisamment précise, qui n'est pas encore rendue publique. Et c'est une information qui, si elle était rendue publique, aurait une influence sensible sur le cours de bourse. Une information privilégiée n'est pas la seule caractéristique d'un délit d'initié. Donc les critères, c'est un initié, quelqu'un qui a l'information, une information qu'on qualifie de privilégiée, et le fait qu'on ait donné cette information à quelqu'un qui ne pouvait pas l'avoir parce qu'il ne faisait pas partie de la liste des initiés, et cette personne a profité de l'information soit pour acheter, soit pour vendre. Selon Maître Culot, il n'y a pas de délit d'initié car l'information a été qualifiée de privilégiée après les achats d'actions par Samuel Di Giovanni, soit le 29 décembre 2018. Samuel Di Giovanni n'aurait donc pas pu profiter de cette information. Le ministère public, quant à lui, n'est pas d'accord et considère que l'information aurait dû être qualifiée de privilégiée mi-décembre, et donc avant l'achat des actions. Deux points de vue diamétralement opposés dans ce procès, qui est donc aux portes de son épilogue. Payer plus pour un même produit, c'est ce que font les femmes au quotidien. La taxe rose est un procédé parfois méconnu, mais participant au système patriarcal. C'est une pratique marketing qui touche les portefeuilles des femmes, sans pour autant que le produit soit différent. Sacha Baquès et Amélie Huppert ont voulu voir si ces taxes s'inscrivaient dans un système plus large d'inégalité des genres. Souvent appliquée par les enseignes, la taxe rose revient par exemple à vendre un rasoir rose plus cher qu'un rasoir bleu. Pour Caroline Glory, postdoctorante et assistante de la conseillère à l'éthique et aux politiques de l'égalité, cette taxe a une réelle incidence financière. La taxe rose, elle fait partie de ce système-là, c'est-à-dire elle vient, les produits féminins sont toujours un peu plus chers et à la fin du compte, l'addition est quand même très élevée. Donc ces inégalités hommes-femmes, elles ont des effets vraiment extrêmement concrets sur le portefeuille des uns et des unes. Pour Bastien Baumans, chargé de mission genre et égalité à l'Université de Liège, l'application de cette taxe s'explique par un mode de pensée binaire. Ça dérive déjà d'une pensée qui est binaire et c'est ranger d'un côté le féminin et ranger de l'autre côté le masculin. Si vous prenez un déodorant, le déodorant va être rose, il va sentir la flore. Là, ce produit-là, il va être destiné aux femmes. Et un produit qui va être bleu et qui va sentir la mer et la tempête ou l'orage va être destiné aux hommes. Et donc, il y a vraiment, d'un point de vue des stéréotypes de genre, une bipartisation des produits. Malheureusement, pour le moment, rien ne bouge, et ce n'est pas près de changer. Rares sont ceux qui n'en ont pas entendu parler. Le Cora a annoncé sa fermeture. Cette décision arrive après plusieurs tentatives de redressement des comptes de l'entreprise. Cette fermeture, c'est la perte d'une enseigne familière pour la plupart des Liégeois, mais également d'un emploi pour plus de 1700 salariés. Un reportage d'Axel Offelink. Le Cora de recours est animé. En extérieur, rien n'a changé. Les rayons sont fournis, les employés attentifs à la clientèle et les caisses sont pleines. Pourtant, tous connaissent le futur de l'entreprise. Les clients sont pragmatiques. Si ça ferme, de fait, j'aurais pas le choix que de changer de magasin. En attendant, on continue sur notre lancée. Malheureusement, on aura une enseigne qui va fermer, comme bien d'autres auparavant. Ils ne sont pas encore fermés, on va pas les enterrer trop vite. C'est juste que fin de l'année et on va croiser les doigts pour eux. C'est malheureux pour eux. Ma femme travaillait ici, ça fait 2 ans qu'elle est pensionnée et on a toujours fait nos courses au Cora. Nous avons contacté Luc Janssens, porte-parole de la direction du Cora, pour savoir les raisons de la fermeture. Les coûts d'exploitation d'un hypermarché sont énormes. La concurrence est effrénée. Les coûts de fonctionnement ne permettent pas un équilibre financier. Pour Elisabeth Lovecchio, permanente CNE responsable du dossier, c'est plus complexe. Le piège de dire « Ah, c'est parce que les travailleurs coûtent trop cher ». Parce qu'en fait, c'est pas ça. C'est vraiment la direction commerciale du groupe. Non seulement eux ne se sont pas adaptés au commerce tel qu'il a évolué, mais en plus, ils n'ont pas cherché
à lutter contre la précarisation du travail, ce qui fait que dans d'autres entreprises, et dans la franchise, le travail coûte moins cher. Elle regrette aussi que la politique n'apporte pas plus de soutien concret. Sur le dossier Cora, ils ont reçu beaucoup de support moral. Mais les vraies aides financières du gouvernement sont encore un point d'interrogation. La première réunion marquant le début des négociations entre les syndicats et les représentants de Cora se tiendra ce jeudi. Ce soir, retrouvez en direct les Master 2 sur la page Facebook du Studio Bus à 18h30 pour leur émission spéciale sur les faillites frauduleuses en Belgique. Ils seront accompagnés de François Frédéric, avocat, curateur et expert en faillite. À partir de bases de données en ligne que nous avons analysées et décortiquées, nous avons retrouvé la trace de ces hommes de paille. Et étrangement, ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent. Derrière eux se cache un véritable réseau. Certains cumulent parfois plusieurs dizaines de faillites en leur nom. Toutes nos révélations dans l'émission Cash Out, la fraude invisible derrière les faillites. L'université n'est pas une partie de plaisir pour tout le monde, c'est parfois l'occasion d'une reconversion. Renaud Jamoul, dit Sheikak, arrête son cursus en musicologie à l'aube du diplôme. Spécialisé dans la dubstep, drum and bass et neurofunk, ce jeune DJ explique son nouveau quotidien d'artiste aux inspirations anglophones. À l'université, j'étais en histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie. Et l'orientation musicologie, c'était pour au final me spécialiser en tant que spécialiste de la musique de manière générale, que ce soit autant la théorie musicale que la complexité des sons. Une formation très théorique où ne se retrouvait plus forcément Renaud. Il y avait le premier fait, c'était que les études, ça me convenait pas. Il y a un moment où tu te dis quand même que ça sert plus à rien et autant continuer. Là où je vois qu'il y a une opportunité et où je vois que je me sens bien aussi, tout simplement. Une décision risquée qui bousculera son train de vie. Je suis à mi-temps en tant que barman. Maintenant, c'est sûr que les bookings de temps en temps, ça ramène aussi de l'argent. Mais voilà, pour vivre, des fois, faut serrer un peu la ceinture, mais on s'en sort quand même et c'est pas pour autant qu'on lâche, quoi. Et justement, Renaud ne lâche rien. Avec des amis à lui, il vient de créer l'ADAR, un collectif ayant pour but de promouvoir des jeunes artistes comme lui. Il nous donne rendez-vous prochainement au Cultura en nous offrant en exclusivité son nouveau morceau. Une exclue? Ouais, j'ai un truc. Alors pour le moment, le projet il s'appelle PAF, mais c'est pas le nom définitif. Attention, on va plonger. Immersion de l'astronaute. Et si bouger un peu plus pouvait tout changer, l'importance de l'activité physique pour notre bien-être est un fait. Dans 30 communes wallonnes, un projet ambitieux redonne aux citoyens l'envie de faire du sport. Son nom, En mouvement pour ma santé, une initiative menée en collaboration avec l'Université de Liège. L'objectif est clair, remettre tout le monde en action, pas à pas, comme nous l'explique Eléa Schilacci. Ici, pas question de performance ou de record à battre, mais bien d'une activité accessible à tous les citoyens, sans pression ni jugement, ce que souligne Cédric Lehans, porteur du projet. On collabore avec la Ligue d'Alzheimer et quelques personnes qui sont porteuses de démence légère. Les objectifs principaux, c'est de proposer à un maximum de citoyens des séances d'activité physique adaptées de manière hebdomadaire à proximité de leur domicile. Trop souvent associé à la compétition, le sport peut simplement être un moyen de mieux vivre. En mouvement pour ma santé le prouve, bouger un peu, c'est déjà un grand pas pour la santé. On parle d'activité physique et pas de sport parce que le mot sport a souvent une connotation négative, est associé à la compétition, à une affiliation en club. L'objectif est clair, permettre aux citoyens de se réapproprier le mouvement à leur rythme grâce à des exercices simples et adaptés. Chacun retrouve confiance en son corps et en ses capacités. Notre projet s'adresse à un public fragilisé et souvent ils ont une estime d'eux qui est assez négative. Donc notre premier objectif c'est de leur rendre confiance. On essaye surtout d'aborder des thématiques nécessaires au fonctionnement quotidien de chaque citoyen. Un esprit sain dans un corps sain et surtout en mouvement. On s'est aperçu que ce qui était principalement mis en avant, c'est des bienfaits au niveau de leur santé mentale grâce au fait de pouvoir recréer du lien avec d'autres citoyens, de rencontrer les mêmes personnes de manière hebdomadaire. En mouvement pour ma santé est loin d'avoir dit son dernier mot, c'est aussi en mouvement vers l'avenir avec un futur projet réservé aux adolescents. C'est la fin de cette section Focus. Tout de suite, nous recevons notre invité en direct, le créateur d'un sport à part entière.
Aujourd'hui, Tom, nous recevons François Poul, le créateur du pool ball, c'est bien ça ? Effectivement, le pool ball est un sport encore assez méconnu. Pourtant, beaucoup de jeunes le pratiquent lors de leurs cours de gym à l'école. Il est même reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour François. Bonjour tout le monde. Vous avez donc créé un sport de toutes pièces, le pool ball. Pouvez-vous nous expliquer à nos auditeurs en quoi il consiste ? Oui, c'est assez simple. C'est un jeu qui pourrait ressembler à du basket ou du handball. C'est un jeu ballon où le but est de lancer la balle sur une grosse cible qui est sur une plateforme. Et une des particularités, c'est qu'on peut attaquer des deux côtés. Donc on n'a pas en fait son propre camp à défendre. On peut aussi bien attaquer vers la cible de droite que la cible de gauche. Bien sûr. Et comment vous est venue l'idée de créer ce sport justement ? Donc moi j'étais toujours étudiant en éducation physique à l'époque. Mon intention c'était un petit peu de mélanger les genres et de faire la mixité. Donc de pratiquer en fait une activité où filles garçons on pouvait jouer ensemble, mais on peut aussi faire la mixité culturelle. On peut aussi partir sur de l'inclusion avec des personnes à besoins spécifiques et ce genre de choses. Donc c'est une sensibilité que j'avais et que j'avais envie de mettre en pratique à travers une activité un petit peu innovante. Bien sûr. Et quelles ont été justement les réactions par rapport à la création de votre sport au tout début ? Au départ, c'était plutôt une blague. Donc moi, je m'appelle François Poul. Le jeu s'appelle Pool Ball. Donc on aurait plutôt cru à un délire entre étudiants. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est 19 pays, c'est 2000 écoles, c'est 200 000 pratiquants. Donc voilà, on a dépassé un petit peu le stade de la blague. Mais c'est vrai que c'est la première émotion, je pense, qui est venue à ce moment-là. Et au niveau du sport même, est-ce que vous avez apporté beaucoup de modifications à celui-ci depuis le début ? Alors en effet, donc dans les premières semaines et les premiers mois, il y a eu quelques modifications. Et ici, ça fait, on va dire, presque 15 ans qu'il n'y a plus d'adaptation à proprement parler sur le règlement. Donc si on lit le règlement dans sa première année et aujourd'hui, il n'y a plus de modification. Maintenant, les adaptations se font par rapport aux besoins spécifiques. On pourrait imaginer des aménagements raisonnables par rapport à des jeunes qui ont des handicaps ou ce genre de choses. Bien sûr. Et vous parliez un peu plus tôt du fait que ce soit présent dans 19 pays. Qui sont les personnes à qui s'adresse ce sport ? Alors c'est principalement les écoles, donc on est plutôt sur des vertus pédagogiques comme la solidarité, le vivre ensemble, la mixité, ce genre de choses. Et donc on est plutôt dans les écoles, donc c'est 2000 écoles. Au niveau des pays, c'est principalement en Belgique, France, Suisse, Canada et États-Unis. Et alors ici, depuis peu, en Espagne. Et comment avez-vous fait pour exporter ce sport à l'international justement ? Alors, je ne sais pas si tu as quelques jours à me consacrer pour répondre à cette question, mais évidemment, il y a beaucoup de choses. Une des priorités, ça a été de séduire un commercial et un distributeur de matériel parce qu'on ne peut pas aller donner des formations à des enseignants et leur dire mon sport il est génial et leur dire vous ne savez pas l'acheter parce qu'il n'existe pas. Et inversement, on ne peut pas aller trouver un commercial en lui disant tout le monde aime bien alors que c'est pas vrai, il n'y a personne qui joue. Et donc ça a été le premier puzzle à assembler, on va dire, au départ. Et puis après, stratégiquement, ce qu'on a fait, c'est que chaque pays dans lequel on s'est rendu, on est parti des documents pédagogiques, on est parti de leur programme scolaire pour parler dans le langage des profs pour qu'eux puissent directement l'assimiler. Bien sûr, et vous parlez principalement du côté pédagogique avec les écoles, mais est-ce qu'il y a des clubs de pool ball que les gens peuvent rejoindre ? Alors pour l'instant, il y a une dizaine de clubs et donc tu vois un petit peu la différence, 2000 écoles, 10 clubs, donc c'est pas du tout, on va dire, l'orientation qu'on a voulu donner au projet, mais on pourrait imaginer que dans les années qui viennent, ou peut-être la génération de mes enfants, de se dire, tous ces jeunes qui ont été séduits à l'école, ils se sont peut-être inscrits dans des clubs en après-journée, pourquoi pas, mais pour l'instant, en tout cas, on continue à travailler le projet pédagogique avant tout. Et est-ce que pour ces clubs, vous cherchez à développer un aspect peut-être compétitif avec la création d'une ligue peut-être de pool ball, ou est-ce que ce n'est pas dans vos projets ? Alors on pourrait imaginer tout à fait la création d'une ligue. D'ailleurs pour l'instant donc la fédération existe, donc il y a une fédération de pool ball. Par contre compétition jamais, parce qu'on va dire que j'ai créé ce jeu-là justement pour faire autre chose que la compétition qui pourrait polluer les activités sportives telles qu'on les connaît dans les sports traditionnels. Et donc la compétition jamais. Donc, ok, s'institutionnaliser, ok, devenir des compétitions, mais compétition jamais parce que ça sera sous forme plutôt d'émulation collective que gagnant-perdant. Bien sûr. Et comment s'est déroulé donc l'aspect légal pour la création du sport, parce que maintenant il est répandu à grande échelle. Ça n'a peut-être dû être quelque chose que vous aviez forcément prévu. Comment vous avez géré tout ça ? Très rapidement, je vais dire, la question de la propriété intellectuelle s'est posée. Donc, on a créé des brevets, dans un premier temps, plutôt au niveau local, Belgique, puis Benelux, puis européen, puis aujourd'hui, c'est États-Unis, Canada. Donc, c'est vraiment une grande partie géographique. Voilà un petit peu juridiquement comment s'est passée l'évolution du jeu.
Et de votre côté, comment est-ce que vous combinez cela avec votre vie personnelle, donc la création du sport, essayer de le faire répandre? Est-ce que vous avez d'autres passions derrière? Ouais, donc moi, mon métier, c'est conseiller pédagogique. Donc au quotidien, ça, c'est ma profession. Donc je vais d'école en école pour accompagner les équipes éducatives par rapport au programme scolaire. Et puis à côté, j'ai développé ce projet-là. Ici, je vais vous avouer que depuis 6 ans, c'est vraiment mon équipe officielle qui s'occupe de l'organisation et de toute la pratique du pool-ball. Moi, je ne fais plus grand-chose. C'est vraiment eux qui portent le projet et je les en remercie. Et donc ça aussi, il y a quelques années, j'ai dû faire un choix. Et donc, on estime plus ou moins à 900 personnes qui ont été formées, donc 900 personnes qui ont suivi une formation en pool-ball. Et dans ces 900 personnes, on a une équipe officielle de 12 moniteurs qui passent d'école en école ou qui me remplacent sur les formations. Et justement, comme vous venez de le dire, vous passez d'école en école. Est-ce que lors de ces passages au début, vous parliez du sport pour le présenter ou est-ce que ça n'était pas de la sorte? Alors, quand j'ai été diplômé, donc il y a 16 ans maintenant, je suis passé d'école en école bénévolement, gratuitement, parce que le but du jeu, c'était de faire connaître un jeu que personne ne connaissait à l'époque. Maintenant que je suis conseiller pédagogique, mon métier, c'est tout autre chose. Donc, c'est vraiment d'accompagner les écoles par rapport à leurs besoins. Donc, on peut très bien parler d'escalade, de parcours ou d'audace. On peut parler de natation. Donc, voilà, le pool-ball n'est plus le cœur du sujet. Maintenant, les gens me reconnaissent et donc c'est évident que ça arrive de temps en temps qu'on discute avec les professeurs parce qu'ils m'ont rencontré en formation il y a 6 ou 7 ans. Et donc, voilà, mais ça nous arrive de parler pool-ball, mais c'est pas le cœur de mon métier. Bien sûr, un tout grand merci à vous. Je vous remercie pour l'invitation. C'est la fin de cette interview. Merci de nous avoir suivis. Belle journée à vous et à demain, même heure.